Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. On reste encore avec une vidéo sur le digital qui va être en deux parties. La première partie, je vais répondre à des commentaires qui ont été mis dans la section commentaires et donc répondre à ces questions. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai un petit peu des solutions qui sont en train de se profiler pour le réseau Wessenheim. Et heureusement, je suis assez content de ça. J'ai des solutions à mes différents problèmes. Donc ça, j'en parlerai dans la deuxième partie. La première partie donc, va être la réponse aux questions posées dans la section commentaires. La première, c'est une série de 2 questions qui m'ont été posées par Alain Houdy. Et donc du coup, je vais répondre à ces questions. La première des questions qu'il m'a posées, c'est de savoir effectivement pourquoi je choisissais une Z21 noire normale et pas une Z21 noire XL. Alors, le Rocco m'a donné cette réponse, je ne l'ai pas mise dans la vidéo précédente, mais j'aurais pu. La Z21 XL est dédiée au pilotage des grandes échelles, donc le 0, le 1, le 2, le LGB, etc. Et donc, il n'y a pas de possibilité de faire varier la tension sur le bus de traction, et donc du coup, ce n'est pas adapté pour le HO. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, la deuxième, vous dites, dans de mes nombreuses heures de consultation et d'autres chaînes, il semble que certains utilisateurs soient plutôt satisfaits de l'usage de l'Eco 2, avec notamment train contrôleur à l'appui. Alors pourquoi j'ai exclu l'Eco 2 de mes choix? Alors, je vais être sarcastique, et je vais ensuite après dire ce que j'en pense réellement. L'Eco 2, c'est de la merde. Ah, ça c'est le titre. Alors maintenant, je vais un peu préciser pourquoi je dis ça et rentrer dans le détail. L'Eco 2 est sorti dans les années 2000-2005 et elle répondait à une problématique qui était qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs, notamment des utilisateurs allemands, qui étaient sur la topologie Marklin Motorola et qui avaient envie d'avoir aussi des locomotives qui fonctionnent en DCC. C'est pour ça que le bus principal de l'Ecos 2 et le S88. Je ne reviendrai pas sur la bouse infâme qu'est ce bus, et qui est un bus qui a été conçu par Marklin dans les années 80, et du coup, par souci de rétrocompatibilité, cette centrale, l'Ecos 2, a donc été une centrale multiprotocole qui permettait d'allier le système DCC et le système Motorola. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une centrale en fin de vie. Parce que justement, elle est sortie il y a plus de 15 ans et que à l'heure actuelle, il n'y a plus de mise à jour de son firmware depuis environ 2018-2019. Et ça, en règle générale, c'est très mauvais signe quand un constructeur, un fabricant, ne fait plus de mise à jour active en fait, de sa station de pilotage DCC. Parce qu'il y a toujours des choses à corriger, etc. Donc, en fait, le problème de l'Ecos 2, c'est que, d'une part, elle gère un bus propriétaire qui est donc l'Ecolink, bon, qui est un bus propriétaire, donc qui dit bus propriétaire dit module très cher, et pas forcément meilleure performance. Ensuite, elle gère le Connect, bon, ok, et elle gère le S88, qui est absolument une horreur. Alors, pourquoi les gens aime bien cette centrale? Parce que justement, les modules S88 coûtent pas très cher, et la mise en place d'une topologie, quand on avait déjà des installations Marklin, ou quand on a un réseau modeste et qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, effectivement, rester sur ces topologies-là peuvent s'envisager. Mais c'est une connerie, parce qu'on arrive en fin de vie. Alors déjà, le S88, il devrait être mort et enterré depuis 20 ans, et il est encore toujours très utilisé sur certains réseaux, ce que je trouve une aberration totale. Hein. Moi, quand j'ai vu que, par exemple, Mini-World, ils étaient sur du S88, je leur ai dit, mais attendez les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Enfin, bref. Donc voilà, moi, comme de toute façon, j'ai exclu le S88, j'ai exclu les systèmes propriétaires Ecolink, il ne reste plus grand-chose pour l'Ecos 2. Alors ensuite, après, effectivement, c'est une centrale avec un tableau de bord, avec un TCO, mais ça, on n'en a rien à faire quand à partir du moment où, effectivement, on travaille avec train contrôleur. Alors, c'est vrai que le seul intérêt de cette centrale, c'est qu'effectivement, elle se connecte au réseau informatique avec un port Ethernet,
Et donc du coup, effectivement, c'est facile de la mettre dans un écosystème qui est géré par train contrôleur. Mais le problème, c'est que quand on gère par train contrôleur, on n'en a plus rien à foutre de ce qui s'affiche sur l'écran. Donc payer 600 balles pour une station digitale qui fait exactement la même chose que la DR5000 de DigiCase, en 2022, ça n'a plus aucune raison. C'est complètement débile comme choix. Parce que justement, il y a la DR5000. Si on veut une centrale multiprotocole, on prend la DR5000. Et la DR5000, elle fonctionne bien mieux par rapport à l'Écosse, parce qu'en plus, elle gère l'ExpressNet, ce qui vous permet de pouvoir vous mettre les jogs de commande Roku, les jogs de commande Lens, par exemple. Et donc, du coup, si vous voulez être en pilotage manuel, vous avez le ExpressNet à votre disposition, qui est un port de commande non informatisé qui fonctionne carrément bien. Enfin, je veux dire, l'ExpressNet 4, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est beaucoup plus polyvalent. Donc, du coup, on se retrouve avec une centrale qui coûte 600 balles, 700 maintenant, parce qu'il y a l'augmentation de l'informatique, qui est plus maintenancée au niveau de ses firmware, avec une entreprise ESU qui a clairement vécu sur ses acquis de R&D et qui n'a pas encore proposé de refonte totale de ses acquis. Je vous rappelle par exemple que même si les log Pilot V5 et les log Sound V5 sont des décodeurs intéressants, à l'heure actuelle, tous les constructeurs sont partis sur Zimo. Hein. Roku a quitté ESU en ce qui concerne l'équipement de ses locomotives en natif. Donc, si vous voulez, il y a des signaux faibles qui montrent que la topologie globale de l'Eco 2 est une topologie qui date. Or, le problème, c'est qu'il faut un système qui soit tourné vers le futur. Et je rappelle, l'Eco 2 n'a pas de bus CAN. Donc, comme on sait, et je vais vous en parler avec Sébastien Grenier de la société Unity-Paint Model, le bus CAN, c'est l'un des bus qui va être structurant, qui va servir d'ossature au LCC, au Layout Command Control, qui va être le nouveau format DCC, en fait, le nouveau format digital du pilotage des trains dans les 10-15 ans à venir. Donc, acheter aujourd'hui une topologie digitale qui a été conçue en multiprotocole pour pouvoir satisfaire des gens qui avaient une topologie Marklin, Motorola, avec le bus de rétrosignalisation S88 pour pouvoir faire un réseau au XXIe siècle en 2022, c'est juste débile. Voilà, il n'y a pas d'autre nom. Donc moi, je l'ai exclu de mon panel de sélection de centrales digitales pour ces raisons-là, en fait. Uniquement parce que on a tous les problèmes du DCC déjà évoqués, et je vous invite à lire le commentaire qu'a fait Sébastien Grenier dans la vidéo précédente. Donc on a tous les problèmes liés au DCC, et en plus on vient s'adosser à des protocoles qui sont, alors là, eux, encore plus vieux, et donc qui auront encore plus de problèmes. Il y a un moment donné, les COS 2 n'a dans la conception d'un réseau à l'heure actuelle pas le droit de citer, quoi. Si vous avez envie d'une centrale protocole, prenez de la DR5000 de DigiCase. Après, moi je n'aime pas... c'est ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes. La DR5000, c'est pas le hardware qui me dérange. Le hardware, il fait le boulot. Il est multiprotocole et il a tous les protocoles récents, sauf le CAN, il me semble. Donc ça, c'est un petit point négatif. Je crois, hein, tout d'un coup, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Donc, elle n'a pas la gestion du CAN, ce qui, à mon avis, est un peu une connerie, mais ils pourront très bien passer par le LBus pour avoir ensuite après une émulation de CAN. Bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais si on veut une centrale multiprotocole, on va sur la DR5000, on va pas sur l'Eco 2. L'Eco 2, il n'y a aucune raison, quoi. Alors après, la DR5000, moi, ce que je reprochais à la DR5000, c'est sa gestion software qui est absolument une catastrophe. En termes de prise en main, en fait. Parce que c'est une logique qui est un peu... Enfin voilà, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sur la DR5000, c'est exactement comme quand on se retrouve avec des commandes Unix, si vous voulez. Ça marche très bien.
mais c'est chiant. Voilà, donc moi c'est ça le truc, le facteur défavorable, c'est qu'en termes de prise en main, c'est un peu la merde. Ensuite, après, bah, il faut faire de l'émulation, le connaître sur train contrôleur, donc du coup, il faut passer par une couche logicielle supplémentaire pour émuler du Loconet dans train contrôleur, parce que Freiwald considère, donc le fabricant de train contrôleur, considère que la DR5000, il va pas faire des profils spécifiques à la DR5000, puisque justement c'est un couteau suisse multiprotocole, donc du coup on va aller prendre les différentes configurations des centrales qui font le natif, et il y a peut-être aussi une question de royalties au passage avec l'éditeur de train contrôleur, mais voilà, l'ADR 5000, elle a une connexion LAN, elle a une connexion USB, elle a une connexion Wi-Fi, et donc le Wi-Fi B, G et N, donc en termes de bande passante, elle est intéressante. Mais voilà, c'est du Loconet, c'est du Airbus, c'est du S88 étendu. Voilà, et elle est capable de pouvoir gérer du Motorola et de la topologie Motorola et de la topologie DCC. Donc effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, et surtout quand on fait de la MFAO, il n'y a aucune raison de prendre de l'Écosse, autant prendre la DR 5000 qui est en plus moins chère, accessoirement, et qui fait aussi bien que l'Écosse. Donc voilà, pour moi, ça clôt le débat en ce qui concerne la DR5000. Alors ensuite, après, il y a eu une autre question qui était intéressante, c'était par rapport au canton et comment on qualifie la taille d'un réseau. En fait, quand je vous avais dit qu'à partir de 40 réseaux, 40 cantons, c'était considéré comme un grand réseau, c'est qu'en fait c'est 48, parce qu'on est sur des bus de rétrosignalisation à 8 canaux, donc 8 canaux, 48, ça fait 6 boîtiers, 6 x 8, 48, hein. Donc ça fait 6 boîtiers. Au-delà, on sait qu'au-delà de 10 boîtiers, il faut mettre un amplificateur CAN pour amplifier le signal. Et si vous avez votre centrale, plus le booster, plus 6, ça vous en fait déjà 8. Et donc du coup, derrière, il faut remettre un amplificateur CAN, etc. Techniquement, le CAN bus peut supporter jusqu'à 160 cantons. Mais c'est pareil, 160 cantons rétrosignalisés, ça vous fait une taille très très conséquente. Et donc là, on en revient sur les problématiques de la vidéo précédente, je ne vais pas y revenir. Voilà, donc c'est sûr que autant se faire se peut, essayer de limiter votre nombre de cantons actifs rétrosignalisés avec Rycom et compagnie à 48 cantons. Voilà, donc 48 contacts de rétrosignalisation. Donc, on va dire 48 cantons, donc on va dire 6 modules de rétrosignalisation 10-808 Scirocco CAN. En bus CAN. Hein, le Airbus, vous l'oubliez, définitivement. Sur des grands réseaux, vous l'oubliez définitivement, le Airbus. Hein. Comme vous oubliez de le connaître, comme vous oubliez... Enfin bon, voilà. Voilà. Donc ensuite, après, en ce qui concerne les réponses, donc la deuxième partie de la vidéo, en ce qui concerne les choix de ce qui va être déployé sur le réseau de Wissonheim. Alors, on commence à décanter un petit peu les choses, mais effectivement, on a une fenêtre une fenêtre technique qui commence à être intéressante et pertinente. Je vous la fais assez simple. On va décorréler le bus traction qui sera rétrosignalisé du bus commande accessoire, du bus signalisation. Donc dans un premier temps, on a le bus traction qui fait le dispatch de la traction via les contacts de rétrosignalisation, les modules de rétrosignalisation. Et donc le bus traction ne va s'occuper effectivement que d'envoyer des informations de pilotage des locomotives et de rétrosignalisation. Voilà. Donc ça, c'est la Z21 qui va s'occuper de ça uniquement. Ensuite, après, toutes les commandes des effecteurs, c'est-à-dire les aiguillages, les dételeurs, et les fonctions de commande, qui ne sont pas des commandes de traction, ça va être la LZV200 qui va s'en occuper. Elle ne fera pas de rétrosignalisation. Voilà. Donc, quand je veux commuter des itinéraires, train contrôleur enverra les commandes d'itinéraire à la LZV200. Quand je veux piloter les
trains, les trajets de train, c'est la Z21 qui s'en occupera. Et en plus, je vais dégraisser le mammouth, comme dirait Claude Allègre. C'est-à-dire que je vais sortir de la gestion MFAO des pans entiers du réseau qui n'ont pas une nécessité absolue d'être pilotés et d'être rétro-signalisés par la commande Z21. Donc en fait, ça va être notamment le grand dépôt, où je vais enlever environ 20 contacts de rétro-signalisation, et la petite annexe-traction dans l'extension, ce qui va me faire enlever 4 modules de rétro-signalisation, parce que ces zones-là seront en pilotage manuel. Et la seule subtilité qu'il y aura, c'est que donc ce pilotage manuel se fera avec la centrale Lens. Donc déjà, elle ne va pas trop bosser. Et parce que je ne vais pas avoir plus de une locomotive, comme on est en pilotage manuel, qui va être pilotée pendant toutes les autres sont à l'arrêt, donc de toute façon elles sont à l'arrêt, elles ne génèrent pas de flux DCC important. Mais comme je pilote une locomotive, éventuellement une deuxième, mais vraiment dans le pire des cas, la locomotive va être donc pilotée par la LH90 ou la LH101 par exemple, et elle va arriver dans le canton de sortie, donc qui est l'injection du dépôt, donc ça s'appelle accès dépôt. Et dans l'accès dépôt, en fait, on va avoir un canton spécifique avec 3 coupures. Et ces 3 coupures vont me permettre de faire une commutation, en fait, de ce canton-là entre la topologie Lens et la topologie Z21. Donc en gros, la locomotive arrive sur la première portion de voie, donc elle annonce son arrivée. Le circuit électronique de commutation se dit, elle est arrivée, je me prépare à commuter la deuxième zone. La locomotive arrive dans la deuxième zone. À ce moment-là, il y a interruption de l'alimentation via le bus JK de Lens, une mise au neutre, donc c'est-à-dire une mise à zéro potentiel sur les rails, et ensuite une commutation sur le bus PN de Rocco. Et ensuite, la locomotive sort de la zone dans une troisième section, qui est donc une zone de rétro-signalisation d'annonce, qui dit au système, ok, la locomotive, elle a bien commuté, en fait, d'un système à un autre, et elle quitte le canton de tampon. Donc c'est un tampon buffer, enfin c'est un canton buffer, qui me permet de pouvoir faire une commutation intelligente entre le premier type d'alimentation traction géré par la LZV200 et la Z21 pour pas qu'il y ait de risque de court-circuit entre les deux centrales et de fuite de messages. Donc une première zone d'annonce, une zone d'arrêt, de mise au neutre et de commutation entre JK et PN, et ensuite une zone qui annonce la sortie. Donc comme c'est une bidirectionnelle, l'un peut faire la même chose dans les deux sens. Voilà. Donc ça c'est une solution technique. Je suis en train de voir avec Sébastien si lui peut faire une carte qui fasse ce genre de choses, qui proposerait ensuite après dans son catalogue en fait, parmi les différentes choses qu'il a prévues. De toute façon, le dépôt et la mise en opérationnalité du dépôt ne se fera pas cette année, puisque l'objectif quand même cette année c'est d'avoir les trains qui circulent, mais je me garde quand même une option technique de faire tout le grill de la gare, enfin tout l'accès à la gare et l'accès au dépôt peut-être un peu plus tard pour concentrer mes capitaux sur la finalisation en fait de la partie circulante de Wessenheim, que ce soit au niveau de l'extension et que ce soit au niveau du réseau principal. Donc donc j'ai un peu de temps pour qu'on puisse bien peaufiner le développement de ce module spécifique qui viendrait se connecter à ce tampon buffer.
à cet endroit-là et au niveau de l'extension, parce que l'extension serait aussi gérée en traction par la LZV200, sachant qu'il n'y a pas énormément de locomotives, donc du coup, ça permettrait de libérer éventuellement la Z21 qui ne ferait que du pilotage de locomotives et de la rétrosignalisation sur le réseau principal. Alors après, est-ce qu'elle le fait aussi sur l'extension et donc du coup c'est les effecteurs de l'extension qui sont pilotés par la LZV200, ça peut être envisageable. Ça peut être envisageable. Le seul problème, c'est que ça va être des problèmes de câblage, et donc là, pour l'instant, c'est pas encore totalement bordé. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que la Z21, elle pilote, pendant qu'elle pilote les locomotives, elle reçoit les informations de rétrosignalisation des locomotives, donc en gros, elle gère les cantons. Et de l'autre côté, la LZV200, elle gère les effecteurs, c'est-à-dire les SADEC, les SDEC et les moteurs Cobalt typés, pour les commutations d'itinéraire. Et éventuellement, si ça commence à bousculer au portillon, le pilotage des signaux se ferait par une centrale, une autre centrale. Et là, dans ce cas-là, ça pourrait être une Z21 blanche, par exemple, qui s'occuperait uniquement avec un bus traction spécifique, qui ne serait pas utilisé en bus traction, uniquement pour la signalisation active du réseau. Donc tous les panneaux de signalisation, que ce soit des sémaphores ou que ce soit des signaux lumineux SNCF. Voilà. Donc du coup, ça permettrait de faire une installation en trois temps, étant entendu que du coup, ça me permet de garder la LZV200 et de lui donner une activité pratique qui soit uniquement une activité de commutation d'itinéraire et non pas une activité de traction. Donc du coup, bien évidemment, le Railcom, on le dégage et du coup, elle peut s'occuper de ça sur sa mission sans être encombrée par des risques de perte d'informations ou de surencombrement des trames DCC. Voilà, c'est cette solution-là qui est envisagée. Ça fait donc, pour train contrôleur, 2 systèmes digitaux à gérer en temps réel, ce qui reste encore dans le domaine du pratique parce que, bien évidemment, il y en a une qui va être pilotée en Ethernet, donc ça c'est la Z21, et une autre qui sera pilotée en USB, c'est la ZV200, et donc, du coup, voilà, il va y avoir une petite macro au démarrage à faire pour vérifier que les 2 systèmes sont opérationnels avant de lancer les scénarios, les scénarios de journée de programmation de trafic. Voilà. Mais cette solution-là semble actuellement la solution qui est la plus pérenne pour éviter les encombrements du bus DCC au niveau de traction avec toutes les informations liées aux effecteurs. Et donc ça, effectivement, c'est vers cette solution-là qu'on se dirige pour pas avoir d'emmerde. Voilà. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question que j'avais vue? Oui, il faut bien penser que cette topologie-là, elle permet de répondre aux limitations en fait du système DCC en termes de capacité de transmission. Étant entendu que ce n'est pas la liaison entre le PC et la centrale qui pose problème, mais plus la capacité de traitement de la centrale et le protocole DCC en lui-même, qui est un facteur ultra limitant, puisqu'il peut envoyer 8000 bits à la seconde, ce qui n'est pas beaucoup, en fait. Alors du coup, bien évidemment, et ça je ne l'ai pas cité, mais toutes les locomotives seront réglées en 28 crans, et pas en 128 crans. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui va être faite en termes de macro via des indicateurs sur train contrôleur, c'est que dès que les trains quittent la partie visible du réseau, il y a donc un indicateur qui va commuter toutes les fonctions des engins de traction, mais aussi des autres décodeurs de fonctions qui pourraient se trouver dans les wagons, dans les voitures,
ça va commuter, ça va éteindre en fait toutes les fonctions, donc F1 à F30, je ne sais plus combien, pour que dans les parties cachées du réseau où il n'y a pas de raison d'avoir de son, d'animation, etc., les trames DCC soient délestées, enfin les trames DCC de commande de ces trains soient délestées d'un maximum d'informations pour justement éviter d'avoir des paquets de latence qui soient très importants. Alors du coup, effectivement, en termes visuels, les trains qui sont visibles, bah, en fait, ils sont visibles de la sortie de la tranchée de l'Escarbie jusqu'à l'entrée ici, là, là, l'entrée du tunnel des Canonniers, et ensuite la voie de montagne qui est en bas. Vu que pour l'instant, la gare de Wissenheim ne sera pas encore construite. Enfin, le plan de voie de la gare de Wissenheim ne sera pas encore connecté aux grilles de la gare, parce que ça, c'est un chantier qui viendra un peu plus tard. Donc, du coup, ça veut dire que la masse d'informations importantes à transmettre aux locomotives en ce qui concerne le son, les fonctions, l'éclairage, etc., ne se fera que sur 2 portions limitées visibles et sur l'extension, si c'est la Z21 qui gère la traction sur l'extension. Donc du coup, on limite les zones rétro-signalisées où il y a de l'information, des paquets de commandes. Donc ça c'est un petit peu ce qui est en train de se décanter d'un point de vue technique, et c'est très intéressant de pouvoir le faire maintenant, parce que comme j'ai défait tout le câblage, je vais pouvoir refaire le câblage en fonction de ces topologies en fait de commandes, parce qu'évidemment j'aurai un bus JK qui va se balader sur le réseau pour venir alimenter tous les points de commande. Donc là où il y a comment s'appelle les effecteurs d'aiguillage, hein, les SADEC, les SDEC et compagnie. Donc là, ça c'est assez simple. Ensuite, après, j'ai mon ring de traction N, donc qui fait une boucle et qui revient à la station. Et ensuite, j'ai toutes les lignes de rétro-signalisation qui reviennent au rack où sont placés les modules 10-808 CAN de Rocco pour la rétro-signalisation et le Ralcom. Voilà. Donc du coup, en termes de répartition, la centrale lens va pouvoir rester à cet endroit-là. Donc du coup, j'ai pas à modifier mon panneau de commande. Donc ça, c'est très bien. Je suis très content. Mais la centrale lens, elle va s'occuper effectivement que de ces effecteurs dans un premier temps. Et si je vois que j'ai un peu de marge de manœuvre, elle s'occupera de la commande du dépôt avec ce module de commutation. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'état des lieux suite à cette longue réflexion en fait sur le digital. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner et en cliquant sur la petite cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça permet aussi d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir parce qu'effectivement sur le web français, on n'est pas très nombreux à parler de modélisme ferroviaire. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire, même si ce sont des questions de débutants, même si ce sont des questions qui ont déjà été abordées antérieurement sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à consulter les différentes playlists, parce que maintenant on commence à avoir pas mal de contenu. Il y a plus de 330 vidéos qui ont été mises en ligne sur la chaîne, donc avec une catégorisation par des playlists en fonction des thèmes. Il y a 2 gros thèmes où c'est encore un peu le bordel, c'est la construction du réseau Wissenheim, qui est vraiment dédiée à la construction du réseau de Wissenheim, et il y a une autre playlist décor sur lequel vous trouverez énormément d'informations, que ce soit sur la patine, le matériel utilisé, etc. Ensuite, après, vous avez une playlist workshop qui rassemble tout ce qui concerne les outillages et l'établi, en fait, voilà, tout nécessaire pour faire du modélisme ferroviaire. Et ensuite, vous avez une playlist digitale dont se trouve cette vidéo et une playlist câblage dédiée spécifiquement au câblage d'un réseau miniature. Vous avez aussi une playlist pour les débutants. Enfin bref, vous avez beaucoup de contenu. N'hésitez pas à regarder les contenus. Ils sont là pour ça.
n'oubliez pas que certaines vidéos ont été tournées au début de la chaîne, que d'ici, donc le début de la chaîne, c'était le 20 juin 2020, donc on va bientôt avoir l'anniversaire des 2 ans de la chaîne, et que entre-temps, il y a peut-être eu des changements par des retours d'expérience, donc du coup, n'hésitez pas à poser des questions, je pourrais vous indiquer éventuellement des vidéos que vous n'avez pas pu regarder. Voilà, et ben en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Demain, on a normalement l'unboxing de la Z21 qui devrait arriver, donc on va parler encore une fois de digital, et ensuite après, on reprendra la fabrication du décor avec le montage du bâtiment, de la première partie du bâtiment, là, ici, de l'exploitation viticole. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.